Planet Institute. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la mini-série de podcasts sur l'université à l'ère du LIA proposée par le Learning Planet Institute. Je m'appelle Bruna Lubiondo et je suis aujourd'hui avec Eric Charel, Chief Information Officer au Learning Planet Institute. Bonjour Bruna. Et je suis avec Irina Nikolaeva, qui est docteur en biologie systémique et chef de projet senior en technologie éducative à l'Institut. Bonjour Bruna. Donc, merci Irina. Nous savons que l'IA est très utilisée depuis un moment dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France, mais on a vu dans l'épisode précédent avec Jean-Marc que depuis novembre 2022, il y a eu cette éruption de ChatGPT et avec un nombre exponentiel d'utilisateurs. Donc l'université, l'enseignement supérieur ne peut pas ignorer ce phénomène. Est-ce que tu peux nous en parler ? Avec plaisir. Alors, je pense que dans l'université, pour la pédagogie, c'est rentré par les étudiants, en fait. C'est-à-dire que les étudiants ont été les premiers à massivement s'emparer de la technologie pour faire essentiellement leurs devoirs, bien sûr, et faire en sorte que l'IA fasse pas mal de boulot à leur place, que ce soit pour la rédaction ou la résolution de problèmes. Puis ensuite, ils se sont transmis les bons plans d'étudiants et en étudiants en apprentissage horizontal, comme on peut dire en biologie. Ensuite, il y a des usages plus performants qui apparaissent peu à peu. Donc, certains étudiants s'emparent de ChatGPT pour en faire un mentor pour l'apprentissage des langues. Et ça, c'est véritablement intéressant comme usage. D'autres soumettent des devoirs qu'ils ont rédigés, eux, pour avoir du feedback dessus. Mais assez systématiquement, ils manquent quand même de recul sur les technologies et sont eux-mêmes assez dubitatifs quant à l'utilisation. Donc, si on leur pose la question... Est-ce que vous utilisez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont généralement être assez critiques, avec un certain manque de recul. Donc, on reconnaît qu'il y a une absence de culture numérique, surtout autour de ce sujet-là, des questionnements. Et il y a aussi des inégalités. C'est-à-dire que certains étudiants vont beaucoup plus utiliser la technologie par rapport à d'autres. Et plus l'âge baisse, plus ils vont l'utiliser. Et moins ils vont avoir de questions. Et effectivement, ça fait déjà une première rupture entre ceux qui ont les moyens de s'offrir le ChatGPT et sa dernière version qui est $20 par mois et qui leur offre finalement des possibilités plus grandes. Peut-être aussi culturelles entre ceux qui ont les moyens de comprendre comment fonctionne ce type d'outils, parce qu'on sait qu'ils sont sujets aux hallucinations. Donc, quels usages peuvent être positifs pour un étudiant? Parce que là, vous avez commencé à discuter du point de vue individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier individuellement d'un outil de ChatGPT pour ses apprentissages? Comme pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la fracture numérique, cette idée que en fait, l'accès aux technologies n'est pas égal en fonction du milieu, de la culture d'où on vient. Il y a besoin d'abord de se former sur ce sujet-là. Et puis ensuite, ça demande une certaine réflexivité sur le process d'apprentissage. Donc, ça nécessite à ce que les étudiants se disent, en fait, si moi, je veux apprendre bien, si je fais faire mes devoirs à ChatGPT, certes, je vais peut-être avoir la moyenne, mais moi, je ne vais pas apprendre bien et ça va se retourner contre moi un jour. Et donc, ça demande, en fait, d'avoir ce recul, de développer ce muscle de « non, je ne vais pas vers la facilité toujours ». Et de bien comprendre, en fait, qu'est-ce que ça peut me fournir de bien, que, en fait, quand j'écris un texte et que ça me donne des retours, que je peux, avec ma pensée critique, reprendre les retours qui sont utiles, c'est super. Si je peux discuter avec ce mentor et améliorer ma connaissance de l'anglais, c'est aussi super. Il y a d'ailleurs, on peut le faire aussi sur la forme gratuite, on n'est pas obligé d'avoir l'abonnement pour la plupart de ces usages-là. Mais je pense que c'est un ensemble de tous ces facteurs-là qu'il faut avoir. Donc, recul sur ma manière d'apprendre, recul sur la technologie en elle-même et donc connaissance de la technologie.
connaissance en fait des cas d'usage, en effet, comme facilitateur de feedback, éventuellement générateur de brouillon, et quelque part assistant de l'apprentissage. Mais du coup, ça signifie que pour l'enseignant aussi, il faut transformer sa posture, puisque lui-même, il faut qu'il puisse se saisir de ces nouveaux usages. Et quelque part, il est là aussi pour guider ses étudiants dans leur usage de cette nouvelle technologie. Exactement. Donc, du coup, l'enseignant se retrouve à devoir gérer ces technologies que lui n'a pas prévu d'intégrer généralement dans son cours, sauf pour une petite minorité. Et donc, c'est vrai qu'il y a une nécessité à réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne tout ça. La première chose, c'est intégrer plus largement l'enseignement de ce que c'est que l'intelligence artificielle, notamment les avancées récentes avec l'intelligence artificielle générative, leur expliquer à la fois ce que Jean-Marc a expliqué peut-être dans l'épisode précédent, c'est-à-dire comment fonctionne-t-elle, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait, mais on ne sait pas trop pourquoi elle fait, du coup on ne garantit pas le résultat, et comment l'utiliser. Comment est-ce qu'on peut adopter ce point de vue critique où on arrive à se dire ça je prends pas, ça je vérifie avec une autre source. Donc ça c'est le premier point. Intégrer l'enseignement de l'IA dans des cursus qui ne sont pas spécifiques à l'IA, de manière transversale en fait. Et puis la deuxième chose, c'est que pour l'enseignant, c'est aussi une opportunité de se saisir d'un outil qui peut l'aider à concevoir ses cours, notamment ChatGPT peut concevoir des brouillons de plans de formation, par exemple. Il peut suggérer des idées d'exercices. Et donc, il peut permettre à l'enseignant de gagner du temps assez précieux dans la conception de son cours. Il peut permettre d'adapter des cours à, par exemple, un format légèrement différent, un public légèrement différent. Donc, dès qu'il y a une base déjà assez solide de contenu à donner, en tant qu'adaptation, c'est super utile. Il faut bien avoir en tête que c'est une nouvelle technologie super puissante. Si l'impact va être positif ou négatif va dépendre de l'usage qu'on en fait. Et plus on réfléchit, plus on met du cerveau dedans, plus on va réussir à gagner du temps et à améliorer la nature et la qualité de la formation. Mais est-ce que, justement, aujourd'hui, les universités françaises sont prêtes à intégrer l'IA générative dans leur offre de formation, dans leur maquette? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour accélérer ce processus et faire en sorte que rapidement l'enseignement de l'IA générative soit intégré dans les maquettes? Alors, tout d'abord, il y a une certaine posture philosophique qu'on a vis-à-vis de la technologie en France par rapport aux pays d'autres cultures, typiquement anglo-saxonnes, où généralement on est très très méfiant sur tout ce qui est technologie. Il y a cette envie de se dire « attendez, on va comprendre et puis ensuite on va voir ce qu'on va utiliser ». La réalité est que non, en fait, l'apprenant l'utilise déjà. Donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte tout de suite et il faut qu'on réfléchisse tout de suite. Et donc, il y a une certaine urgence en fait à investir du temps et donc à créer du temps pour les pédagogues et pour les enseignants-chercheurs pour que en fait, ils réfléchissent à comment efficacement investir cette technologie. Ce qui serait aussi super, c'est qu'on arrive à faire ça d'une manière, on arrive à trouver des plateformes pour partager les bonnes pratiques entre enseignants. Donc, peut-être on n'arrivera pas à faire en sorte que tout le monde réfléchisse à ce sujet-là. Peut-être que c'est même pas souhaitable parce que bon, certains le veulent, certains moins. Mais qu'il y ait un véritable partage des réflexions, des contenus qui ont été créés, des cas d'usage. Ça me paraît vraiment essentiel et c'est une vraie opportunité parce qu'en fait, il y a à la fois l'opportunité d'économiser pas mal d'argent sur notamment la conception des cours, il y a l'opportunité d'améliorer la qualité des cours, il y a l'opportunité de créer des nouveaux types d'exercices où en fait, maintenant, moi en tant qu'enseignante, je ne peux pas en fait faire le même genre de devoir à la maison que je faisais avant parce que je me doute que en fait, ça va être ChatGPT qui va le faire et ça ne va pas être mes étudiants. Donc comment est-ce que je gère ça ? Ça, c'est une question, je pense, qui est centrale, qui est une des premières, des plus importantes en ce moment, qui arrive. C'est qu'est-ce que je fais avec ces technologies ? Est-ce que j'interdis et je dis non,
c'est pas un outil d'apprentissage. Oui, Eric. Non, c'est passionnant. Effectivement, est-ce qu'on l'interdit ou est-ce qu'on s'en saisit pour faire quelque chose de nouveau qui aurait été impossible et qui permet peut-être de passer à l'échelle des apprentissages individualisés qui étaient tout simplement pas faisables quand vous êtes un seul enseignant face à un très grand nombre d'étudiants. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire éventuellement un étudiant, par exemple, dans ce cours d'anglais, cette thématique-là, tu la maîtrises pas tout à fait. Et si tu arrivais à échanger là-dessus avec quelqu'un, par exemple, tu peux essayer déjà avec ChatGPT si tu ne trouves personne. Et puis ensuite, en plus, ça peut te permettre de te mettre plus à l'aise parce que tu n'es pas jugé par ChatGPT. Et puis, il peut te répéter autant de fois que nécessaire ce que tu veux apprendre. Et en plus, je peux lui proposer des activités qui sont plus créatives, en fait, qui vont permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire que je peux lui dire, fais un projet, regarde dans ta ville à quoi est-ce que tu veux contribuer, pensons ensemble à quel projet tu pourrais faire. Et en fait, tu peux t'aider pleinement de la technologie. Et d'ailleurs, les cas d'usage intéressants que je te conseille de tester, c'est ceux-là. Par contre, fais attention à ça et ça. Et par exemple, dis-moi ce que tu as fait avec ChatGPT et comment tu l'as utilisé. Et partage-moi tes questionnements là-dessus. Ça, ce serait un super accompagnement que je pourrais faire en tant qu'enseignante pour aider en fait l'étudiant à s'emparer de ces nouvelles possibilités avec lesquelles il va vivre en fait dans le monde du travail. Justement, pour rebondir là-dessus, il y a la question des futures compétences, parce que finalement, les compétences émergentes dans le monde du travail, elles ne seront pas les mêmes demain qu'elles le sont aujourd'hui. Comment demain un nouvel employé devra utiliser ChatGPT et les futures IA génératives dans sa vie quotidienne et son travail. Donc du coup, l'université a aussi pour devoir de veiller à l'insertion professionnelle de ses étudiants. Donc comment on va les former à ces méta-compétences, à ces nouvelles compétences en fait. Et c'est vrai que là, les pistes que vous évoquez de les intégrer dans les projets, dans le dialogue entre les IA et les étudiants, c'est assez intéressant. Oui, et je pense même que là-dessus, quelque part, on a intérêt à avancer aussi avec les étudiants parce qu'ils ont justement cette capacité à s'emparer d'une nouvelle technologie qui est très grande et du coup, ils peuvent avoir des nouvelles idées qui sont superbes. Donc, co-construire aussi des activités avec les étudiants autour de ces thématiques-là me paraît très pertinent. Ensuite, oui, il faudrait qu'on soit guidé sur quelles sont les compétences clés et réfléchir ensemble avec eux sur comment est-ce qu'on fait pour qu'ils les acquièrent. J'ai un échange il n'y a pas longtemps avec un DSI qui disait que lui, il laissait des centaines d'étudiants finalement faire émerger des idées avec ChatGPT et avec ces outils de dernière génération. Et que finalement, il savait qu'il y en aurait un très grand nombre qui échoueraient complètement, mais ce n'était pas grave. C'était le process en fait, d'essayer énormément de choses qui était formateur en soi et qu'au total, il y en aurait forcément quelques-unes qui seraient des pépites qui pourraient être ensuite reprises par l'établissement et devenir des choses vraiment intéressantes. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté descendant d'avoir quelque chose qui vienne des enseignants qui auraient été formés à ces outils, mais aussi de faire émerger de la part des étudiants, c'est quelque chose d'assez novateur et qui va dans le sens de ces nouvelles compétences. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que on parle d'un changement de posture là de l'enseignant et vous avez cité quelques exemples. En tant que spécialiste de technologie éducative, Irina, est-ce que tu penses qu'il y a une dimension méta, c'est-à-dire ces nouvelles technologies peuvent accompagner les enseignants dans leur changement de posture? Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples? C'est un exemple parmi d'autres, je pense, où on peut regarder comment, si on pose ces questions-là aux IA, qu'est-ce qu'elles proposent, comment est-ce qu'elles se débrouillent pour faire le lien entre les données qui les ont entraînées en entrée pour proposer des idées. J'ai été assez surprise, à vrai dire, par à quel point les IA arrivent justement à proposer des cours où l'enseignant se met en posture de facilitateur et non pas de sachant. Ils ont finalement des propositions d'activités qui sont souvent assez interactives et qui arrivent à faire appel en fait à cette émergence qui vient des étudiants. Tout ça, c'est un peu à construire. Et ce qui est super intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on peut faire aussi des cercles de partage entre enseignants
moi, voici les idées que j'ai eues. Et d'ailleurs, ça a été nourri aussi par un échange avec les IA. Je pense que de ces échanges-là, en tout cas, il faut un espace, il faut créer un espace pour qu'on puisse avoir ces échanges-là. Et c'est de ça que vont émerger les nouvelles idées. Merci Irina, merci Eric. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série de podcasts sur l'université à l'ère d'IA. Nous allons parler justement de comment les établissements de l'enseignement supérieur vont intégrer l'IA dans leur stratégie et dans leur système de gouvernance. Learning Planet Institute.